Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux opportunités européennes à l'innovation, donc avec une présentation des futurs appels à projets européens 2024 de l'EIC. Donc ces futurs appels à projets seront présentés par les PCN Gorka, Gorazureta, Garbet et Laurent Vol. Et n'hésitez pas, durant leur présentation, si vous le souhaitez, à écrire vos questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre à la suite de la présentation. Merci beaucoup. Gorka, Laurent, je vous laisse la main pour la présentation. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, le temps que la main me soit de... Voilà, je pense que vous voyez tous le... C'est bon? Vous voyez tous le... On voit Laurent. Ok, très bien. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, merci à la FPC et au pôle Build and Connect de nous avoir conviés à ce webinaire. Donc, je suis pour ma part Laurent Vol, je suis membre du PCN EIC Pathfinder et Transition. Et donc, avec mon collègue Gorka, coordinateur du PCN EIC Accélérateur, nous allons vous présenter les appels à projets 2024 du Conseil européen de l'innovation. Et peut-être déjà, on va refaire un petit retour en arrière, ou tout au moins un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le Conseil européen de l'innovation. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, enfin on va partir de ce postulat, Horizon Europe, un programme cadre de recherche et développement et d'innovation de l'Union européenne, et dans lequel vous avez le troisième pilier qui est dédié à l'Europe innovante, et au sein duquel on va retrouver notamment le Conseil européen de l'innovation, qui, autour de 10, un peu plus de 10 milliards d'euros sur les 95 de l'ensemble d'Horizon Europe, représente une part significative de cet appui de l'Europe pour l'innovation. Alors plus précisément, qu'est-ce que c'est que l'EIC? L'EIC, l'idée, c'est de faire émerger, maturer et ensuite, je dirais croître, des entreprises, à fort potentiel d'innovation et donc de recréer un leadership, en innovation dans un certain nombre de domaines. Donc cela se met en œuvre de manière opérationnelle au travers d'un financement de l'innovation radicale à haut risque, mais créatrice de nouveaux marchés à l'international. Et l'idée, c'est au travers des différents dispositifs de l'EIC de limiter le risque de développement et de mise sur le marché et de croissance de l'entreprise porteuse de cette innovation, en rassurant, alors, dans les premières étapes en apportant un financement conséquent, et dans les dernières étapes en rassurant des investisseurs privés. Donc il s'agit on verra ça dans le détail tout à l'heure. Il s'agit donc de couvrir bien toute la chaîne de l'innovation depuis, je dirais les premières étapes de recherche plus fondamentales, jusqu'au marché. Alors on parle souvent du vocable, deep tech, hein, c'est je dirais c'est même une labellisation utilisée par des financeurs français comme BPI France. Donc on va retrouver cette priorité deep tech au sein du Conseil européen de l'innovation, et avec, je dirais deux objectifs, qui est à la fois de développer, détecter d'abord, maturer et développer des innovations de rupture, mais aussi en vue de créer des startups championnes de demain, ou championnes de croissance, mais aussi un regain de souveraineté technologique en Europe sur un certain nombre de technologies clés. Donc le budget est de 10 milliards d'euros pour 7 ans, hein, je l'ai précisé tout à l'heure. C'est un programme de travail annuel, à l'inverse peut-être des autres, je dirais, piliers d'Horizon Europe, qui sont en programme biennal, et ce Conseil européen de l'innovation est mis en œuvre de manière, je dirais, encore plus fine, au travers d'une agence exécutive, hein, l'ISMEA. Donc c'est quelque part la Commission européenne a sous-traité, enfin, à une agence qu'elle contrôle entièrement, cette gestion. Donc on a 2 approches pour, heu,
l'EIC, Pathfinder, Transition et Accélérateur, qui sont les 3 instruments. Une approche ouverte et une approche par challenge, c'est-à-dire par défi thématique. Alors, à l'exception, je vous ai mis les deux petits astérix de l'EIC Transition qui, l'année prochaine, n'aura que la seule approche ouverte. Donc, vous voyez, on couvre des champs TRL au niveau de maturité technologique de 1 à 9. Sur la recherche plus fondamentale, mais appliquée, où il s'agit d'arriver à un POC technologique, on a l'EIC Pathfinder. Ensuite, sur la base de ce TRL 3-4, on va opérer une maturation de la technologie et une recherche plus approfondie de la voie vers le marché. C'est l'EIC Transition et puis enfin l'EIC Accélérateur en phase finale, dont Gorka vous parlera en détail. Peut-être, sur ce tableau, vous avez donc les différentes modalités de dépôt selon les dispositifs. Vous voyez que moi, je vais me focaliser pour le moment sur l'EIC Pathfinder et l'EIC Transition où on reste sur un mode de dépôt classique d'Horizon Europe par consortium, mais avec, pour une partie des projets, la possibilité aussi de déposer en seul, en monodéposant, et on le verra un peu plus dans le détail. La typologie d'organismes qui peuvent participer à l'EIC, Pathfinder et Transition, elle est très diverse, hein. C'est un petit peu comme pour Horizon Europe, on va dire, un peu toute entité est éligible, mais dans le détail, on voit que c'est essentiellement des organismes de recherche et des universités, ou des laboratoires universitaires sur le Pathfinder, un petit peu sur le Transition, des PME, des grands groupes qui peuvent commencer déjà à avoir leur part sur le Pathfinder et qui sont, ensuite, pour ce qui est des PME notamment, plus majoritaires sur le Transition et on reverra ça, tout de suite, dans le détail. Et le financement intervient uniquement en subvention sur ces 2 premiers instruments. Alors, le Pathfinder donc, hein, c'est comme je viens de vous le dire, la cible principale, ce sont les laboratoires académiques ou publics ou voire privés, mais on observe que l'on a 25 d'entreprises parmi les participants, essentiellement ou de la start-up deep tech, hein, on en a parlé tout à l'heure, ou des grands groupes industriels qui viennent plutôt en phase d'essai, validation de la technologie qui est développée, ou au travers de laboratoires privés qu'ils peuvent abriter. Alors, la philosophie du Pathfinder, c'est de proposer une vision à long terme, ce qu'on appelle high risk, high gain, c'est-à-dire développer une technologie qui est radicalement nouvelle et qui a le potentiel d'impacter positivement et l'économie, c'est-à-dire créer de la croissance, et la société, c'est-à-dire répondre à des défis sociétaux. Il s'agit d'avoir une approche avec une forte dimension de deep tech, je l'ai déjà dit, et quand on parle de high risk, high gain, ça veut dire qu'à la fois, on a un risque technologique fort, mais un potentiel d'application derrière qui est important. Heu, il est très important de garder en mémoire que, le Pathfinder vise à mettre ensemble des disciplines différentes. Et c'est vraiment un point essentiel de ce dispositif, que de mailler des disciplines qui a priori ne travaillent pas forcément entre elles, en vue de développer justement cette preuve de concept à la clé qui peut avoir, derrière plusieurs, applications pratiques et dès même si on est sur des TRL bas, dès la phase de proposition, il s'agit déjà d'avoir une idée assez précise, des secteurs d'application, que l'on vise. Donc il s'agit vraiment de faire le pont entre la science et le développement technologique et dernière chose, qui peut-être explique pourquoi ce dispositif qui existait déjà auparavant sous un autre nom, est aujourd'hui dans le Conseil européen de l'innovation. Il faut aussi prévoir l'après, c'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter, en se disant: «Bah, voilà, j'ai abouti à une preuve de concept technologique, TRL 3 ou 4, je m'arrête là». Non, il faut déjà dans la proposition, ce que je viens de vous dire, avoir une idée assez précise de vers où vous allez. Et l'après, c'est ce fameux continuum de l'EIC, vers le transition et éventuellement l'accélérateur que l'on a vu, tout à l'heure. Alors, il y a 2 approches sur le Pathfinder et je dirais que c'est l'instrument où il y a le plus de différence entre ces 2 approches. Donc une approche totalement ouverte, Pathfinder Open,
où les sujets sont, vous allez voir tout à l'heure des exemples, les sujets sont ouverts, il n'y a pas de n'importe quel sujet à partir du moment où on est sur une technologie radicalement nouvelle peut être proposé et on est sur les règles assez classiques d'Horizon Europe, à savoir un consortium de minimum 3 entités légales différentes et issues dans 3 pays différents, membres ou associés. On est sur un dispositif qui est assez stable d'année en année avec, généralement une deadline, au printemps et donc l'année prochaine, elle aura lieu le 7 mars. Sur des projets qui ont une envergure d'environ 3 millions d'euros, voire légèrement plus, et une durée de 36 à 60 mois et un financement en subvention, 100 des coûts, donc sous le modèle, Research and Innovation Action, RIA, que peut-être certains connaissent dans les autres piliers d'Horizon Europe. Alors le budget de l'EIC pour 2024 baisse légèrement, enfin légèrement, baisse pas mal on va dire, mais comme tous les budgets Horizon Europe. Donc on s'attend peut-être à un peu moins de projets Pathfinder Open financés. On était de l'ordre de la soixantaine de projets financés annuellement. Bon, peut-être qu'on sera plus proche de 52-53 cette année sur le Pathfinder Open. Le Pathfinder Challenge, lui, il est un peu différent puisque, enfin, ou Challenges même, il manque un S. C'est un instrument qui a à peu près la même philosophie, sauf qu'il vise à répondre à des défis technologiques pour lesquels la commission estime qu'il y a à la fois un potentiel de faire émerger des startups ou des entreprises de croissance derrière, mais aussi de regagner en souveraineté. Et donc, on a 5 challenges par an et les 2 challenges qui sont en lien avec la thématique climat-énergie en 2024, c'est un premier challenge sur le béton et le ciment comme puits de carbone, qui est, on va dire, directement dans, dans- dans votre thématique. Et puis, peut-être de manière un peu plus indirecte, de la nanoélectronique pour des dispositifs plus électroniques plus efficaces en énergie. Alors, le Pathfinder Challenge, lui, il peut accueillir un consortium classique, hein, mais aussi il peut accueillir des consortiums plus petits, c'est-à-dire à 2 bénéficiaires de 2 États membres, voire monobénéficiaires, même si dans les faits, on voit assez rarement ce type de projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque défi, il y a un challenge guide qui est publié et peut-être, je m'arrête 2 secondes sur cette notion. Gorka en reparlera tout à l'heure. Il faut savoir que l'EIC a embauché, une dizaine de programme managers. Alors les programmes managers, il en parlera plus longuement. Ce sont des gens qui ont chacun une thématique et qui ont pour but, de créer autour de ces thématiques une feuille de route technologique et de se constituer un portfolio de projets, que ce soit au niveau du Pathfinder et au-delà, Gorka le dira, au niveau de l'accélérateur et d'accompagner, ces projets, alors soit en maturité, soit vers le marché, les faire interagir entre eux de façon, je dis justement à répondre à ces objectifs politiques de l'EIC, à savoir regain de souveraineté et émergence de champions, de la croissance. Donc les programme managers ont un rôle assez important dans l'évaluation des projets qui sont soumis au Pathfinder Challenges. Alors je ne rentrerai pas dans les détails. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez me contacter ou assister à nos webinaires spécialisés sur le domaine, mais il y a des petites subtilités au niveau de l'évaluation par rapport à ce challenge. Et donc une deadline par an, la prochaine étant en octobre. Voilà, donc très rapidement, vous voyez que énergie et environnement représente à peu près 18 des évaluateurs et donc des projets qui sont soumis au Pathfinder Open. Alors 2 exemples de projets Pathfinder Open de ces dernières années, enfin de 2023 et 2022. Donc là, sur la gauche, je vous ai mis un peu les, les, les 5 projets parmi 60 qui me paraissaient les plus en lien avec les thématiques climat-énergie cette année. Donc vous avez par exemple voilà, le projet pardon, West to H2 hein, euh, qui,
qui consiste à mettre au point une nouvelle méthode à base de liquide ionique pour produire de l'hydrogène propre à partir de déchets plastiques. Donc, c'est un projet de 5 partenaires, pardon, dont l'École nationale supérieure de chimie, donc vous voyez plutôt partenaire académique. Le deuxième projet qui est lui un peu plus a déjà démarré, date de l'année dernière, hein, qui vise à développer une technologie pour répondre, je dirais, aux besoins de réoxygénation pardon, de notre planète. Hein. Donc, en assemblant des protocellules synthétiques du type du plancton pour créer, je dirais, une photosynthèse un peu artificielle. Donc, avec 6 partenaires, dont le CEA. Voilà. Et puis, par analogie, sur les challenges, il faut savoir que nous avons eu en 2021 et en 2022, c'était pas le cas cette année, des challenges spécifiques en lien avec, climat et énergie. Donc en 2021, un challenge qui s'appelait «Nouvelle route vers l'hydrogène vert», sur lequel, voilà, vous avez 2 exemples, hein. Hello Bio, avec une coordination CNRS et 5 partenaires pour, production améliorée d'hydrogène avec électrolyse de la biomasse. MacGyver, hein, qui, comme son nom l'indique, est un peu un couteau suisse de la microfluidique et des eaux usées, hein, pour la création d'hydrogène vert, et il l'a mené, alors cette fois-ci par une start-up, enfin une belle start-up déjà, d'une taille conséquente, mais EdenTech, et également avec 5 partenaires. Et puis, en 2022, donc un autre challenge, Mid to Long Term and System Integrated Energy Storage, voilà, avec un projet mené par 7 partenaires, dont la société Adiceo en France, hein, qui est une société dans le domaine de l'ammoniac, pour un système de stockage d'énergie dans l'ammoniac, justement. Voilà, donc ça vous donne un peu un exemple de typologie de projet que l'on retrouve sur le Pathfinder. Alors très rapidement, avant de passer la parole à Gorka, je dis 2 mots sur l'EIC Transition, hein, qui, comme son nom l'indique, fait la transition entre les résultats de recherche à niveau TRL 3-4 pour les amener à maturation à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue marché visé. Donc, sur ce dispositif, on a à peu près la moitié des lauréats qui sont des PME. Alors des PME, mais plutôt, si on creuse un peu dans la typologie, des spin-offs de labos dont sont issus les résultats de la recherche, ou des startups deep tech. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que contrairement à, je dirais, au Pathfinder, sur ces transitions, les sujets a beau être ouverts, hein, c'est cette transition open, tout le monde n'est pas éligible. Il faut que vous puissiez être, justifié d'être titulaire de résultats qui ont été développés dans le cadre de projets européens précédents, et selon une liste spécifique. Alors, qui s'est élargie, pour ceux qui connaissent, en 2024. Elle sera élargie à l'ensemble des projets, pour faire schématiquement rapidement, à l'ensemble des projets ATRL 3-4 issus d'Horizon Europe et Horizon 2020, mais dans le détail, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc là aussi, on est toujours sur un financement en subvention à 100%, modèle RIA. Et l'idée, c'est bien de confirmer le potentiel de la preuve de concept obtenue en laboratoire et de l'amener donc à une échelle prototype, et puis d'élaborer un business model. Alors là, peut-être aussi pour ceux qui connaissent, on ne demande pas, et à l'inverse de ce que Gorka va développer ensuite, un business model bien affiné, c'est une des livrables du projet. Donc on ne demande pas au moment du dépôt d'avoir un business model complètement affiné, mais d'avoir déjà une bonne idée de ce vers quoi on veut aller. Et puis, je vous le disais, pour terminer avec ça, le transition n'est pas ouvert à tous. Soit vous avez déjà participé à un Pathfinder ou un projet équivalent, et vous avez des preuves de concept technologique à TRL 3-4 qui peuvent être amenées en maturation. Soit, si c'est pas le cas, vous pouvez vous appuyer sur des résultats exploitables, et à l'aide d'un outil qui est dans l'Innovation Radar d'Horizon Europe, un outil spécifique pour rechercher les projets éligibles à transition. Voilà, donc si vous n'êtes pas partie prenante d'un projet antérieur, rapidement, hein, les 5 étapes qui sont nécessaires pour pouvoir participer à une transition. Donc, identifier le projet, contacter le propriétaire de l'API,
vérifier que vous êtes bien aligné avec ces résultats, et puis de discuter la possibilité d'utiliser ces résultats de pays. Voilà, j'en ai terminé. Juste un exemple de IC Transition, hein, le projet WH2E, enfin Waste Heat to Energy, qui a été dont a été lauréat la société Switch Energy, qui est une start-up française en Bretagne. Et donc, il s'agit de convertir de la chaleur résiduelle en énergie électrique en utilisant le gradient de salinité. Donc, quelque chose, une technologie osmotique assez nouvelle et là, c'est assez notable de le signaler. Switch Energy s'est appuyé sur des résultats de projets qui ne lui appartenaient pas, mais qui étaient issus d'un laboratoire, et donc ils ont passé un accord avec ce laboratoire pour utiliser la propriété intellectuelle de ce résultat de projet européen antérieur pour pouvoir être éligible et développer leur projet EIC Transition. Voilà, rapidement pour vous dire que nous sommes 3 au PCN, hein, et que vous pouvez nous contacter sur cette adresse générique et retrouver informations au travers de webinaires, l'accompagnement sur différentes questions que vous pouvez vous poser en amont, et puis également pour ce qui est d'une préparation plus précise. Donc on fait un coaching des coordinateurs Pathfinder Open qui redéposent, parce que parfois on y arrive mieux la deuxième fois, et un oral à blanc, aussi un entraînement à l'oral à blanc pour le transition, puisque ce que je n'ai pas dit peut-être, c'est que le IC Transition a une phase d'évaluation qui comprend un oral. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe la parole à Gorka. Bonjour à tous. Juste, il y a une personne dans le chat qui demande la slide avec les coordonnées. Vous inquiétez pas, vous aurez la présentation, donc il y aura nos coordonnées pour nous contacter. Donc, je vais vous présenter le IC accélérateur. Laurent, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Donc, le IC accélérateur, c'est un instrument assez atypique dans les financements européens pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est 100% monobénéficiaire. Donc là, plus d'histoire de consortium ni rien. C'est vraiment un acteur seul qui porte son projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'appuyer sur potentiellement des sous-traitants ou des co-développeurs technologiques, mais c'est vraiment lui qui porte le cœur du projet. Donc, plutôt des profils start-up PME. En théorie, les personnes physiques sont éligibles, mais dans les faits, il faut déjà avoir amené un projet en fait, à TRL 5. Donc, il faut généralement avoir eu beaucoup de financement par le passé. Donc, c'est plutôt pour des sociétés, même si théoriquement les personnes physiques sont éligibles. On en parlait, donc Deep Tech, c'est le focus de l'EIC, c'est le point majeur. Il faut que le projet soit vraiment, on va dire, intensif en R&D, qu'il ait des liens. Enfin, souvent, on a des lauréats qui sont en lien avec la recherche académique ou qui sont issus de la recherche académique. Et qui dit projet Deep Tech dit des risques très importants et des besoins très conséquents. D'où la nécessité d'avoir un dispositif de financement pour soutenir tout ça. Je vois problème de son. Est-ce que Laurent, toi, tu m'entends bien ou Je t'entends bien. Ok. Par contre, je ne vois pas. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas le retour sur l'outil. C'est que la personne qui pose la question a le souci. Donc, le projet, ça doit être un projet qui est central pour la société. Ce n'est pas un projet annexe qui permet on va dire, à la société d'explorer des voies futures. Non, c'est vraiment le cœur de la société qui lui permettrait de passer la marche supérieure. Et je le disais, donc le TRL 5, donc une preuve de concept proche de la réalité qui a été atteint. C'est à minima, vous pouvez être plus avancé dans votre process, mais voilà, il faut avoir dépassé cette preuve de concept, sinon il faut aller sur des instruments plus bas. Une nouvelle chose qui est apparue, c'est sécurité économique. Bon, vous le verrez dans les slides annexes, ce n'est pas important qu'on en parle là dans le détail. Donc, qu'est-ce que vient faire le IC accélérateur? C'est que vous êtes avec votre projet, donc c'est Deep Tech, donc besoin de financement conséquent et risque très important. Vous avez un peu épuisé les aides nationales. La plupart du temps, nous, les lauréats français ont déjà eu des iLab, iNov, Aide Deep Tech, Bourse French Tech Émergence. Enfin, l'un de ces 4 dispositifs au moins a été mobilisé. Donc, vous arrivez un peu à la fin des aides publiques
Vous essayez de trouver des aides privées, parce que oui, l'EIC n'a pas vocation à être le premier guichet de financement auquel on va aller. C'est vraiment, vous avez tenté de lever des fonds via des BA, des business angels, etc. Et là, vous allez consulter, vous n'y arrivez pas, vous allez voir l'EIC en disant, voilà, en fait, je suis coincé, l'écosystème est trop réticent à investir dans le type de technologie que je porte, est-ce que vous pourriez m'aider? Donc, vous arrivez là et vous demandez du financement qui peut, c'est l'un des nouveaux points atypiques de l'EIC, c'est de la subvention et ou de l'investissement. Le format classique, c'est de demander les deux mélangés. La subvention permet de prendre en charge les développements du TRL 5 à 8. C'est 70% des coûts qui vont être éligibles, tous les coûts, grosso modo, de R&D. Et vous allez avoir donc de l'investissement qui va venir dans un second temps pour financer le scale-up. Il peut arriver pendant le cours du projet de passage de TRL et donc venir cofinancer une partie des 30% restants, mais c'est plus venir faire l'étape suivante. Par contre, voilà, comme je le disais, l'EIC n'a pas vocation à investir seul. Donc, pour 1 euro demandé à l'EIC, il faut en fait à minima que vous trouviez 1 euro d'investissement privé. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'instant T où vous demandez l'EIC, vous allez devoir avoir ce matchmaking, mais il va falloir que pour débloquer l'investissement de l'EIC, vous trouviez l'équivalent en argent privé. C'est un effet, normalement un effet levier. Il y a des Business Acceleration Services qui sont offerts aux lauréats, donc vous participez, enfin, il y aura des événements pour rencontrer des investisseurs, vous serez invité sur des foires internationales, etc. Slide suivante. Donc, l'EIC Accélérateur, encore un peu processus atypique, c'est une candidature en 3 étapes. Donc, vous avez l'étape 1, Short Proposal, c'est continuellement ouvert, pas de date butoir. Actuellement, c'est une plateforme Internet sur laquelle on candidate. Ça va rapidement basculer en janvier à un dossier papier de 12 pages, mais qui ne devrait pas fondamentalement changer de ce qui est demandé. Pitch deck de 10 slides, vidéo de 3 minutes. Vous déposez tout ça. Il y a 4 évaluateurs qui notent votre dossier. C'est sur une logique de go, no go. J'y crois pas. 3 go sur 4, vous passez à l'étape suivante. Ça, c'est une nouveauté. Avant, c'était 2 go sur 4. Si vous passez à l'étape suivante, donc vous pouvez candidater en full proposal durant les mois qui suivent. Ça ne veut pas dire que vous devez candidater à la prochaine. Vous pouvez candidater à une ultérieure. Vous bénéficiez d'un coaching de l'EIC. Donc, vous pouvez demander un coach qui peut vous accompagner, pas pour la rédaction, mais plutôt pour le challenge sur le business plan, etc. Ça, c'est la full proposal. C'est un dossier très conséquent à monter. Donc, c'est un dossier de 50 pages. C'est un business plan complet. Vous allez devoir détailler votre projet sur tous les points, la propriété intellectuelle, le réglementaire, les work packages, l'équipe, vos futures levées de fonds, la stratégie de commercialisation. Enfin, ça va au fond des choses. Il y a plusieurs documents avec ça à fournir. J'attire votre attention en particulier sur les FTO, Freedom to Operate. Donc, c'est pour un document qui est fait par un cabinet de propriété intellectuelle qui indique que vous êtes libre de vous développer et qu'il n'y a pas de brevet bloquant par rapport à ceux que vous avez. Et les letters of intent, c'est ce que je vous disais, les investisseurs, il faut montrer à l'EIC qu'on a eu des contacts. Donc, arriver avec des lettres de contact avec des investisseurs, les lettres d'intérêt de clients, de fournisseurs clés, de partenaires technologiques. C'est crucial de réunir tout ça pour un dossier de bonne qualité. Et là, il faut un 9 sur 9 pour passer. Actuellement, en 2023, c'était ça. Et l'an prochain, ça va être un 6 sur 6 et possible d'avoir un 6 sur 6. Et s'il y a un évaluateur qui vous a mis un ou plusieurs no-go, il y a un système de consensus meeting qui est organisé. Donc, les évaluateurs sont réunis et ils s'engagent en dialogue pour comprendre pourquoi 2 sont dithyrambiques sur le projet et 1 rejette le projet. Tout ça, ça permettra normalement actuellement, c'est le point dur, la full proposal, ça devrait remonter un peu les taux de succès sur cette étape-là. Et enfin, si vous passez donc la full proposal, vous êtes convoqué à pitcher votre projet. Donc actuellement, ça s'est plutôt fait en visio jusque-là. A priori, ça va basculer à Bruxelles. Vous pitchez pendant 10 minutes, 35 minutes de questions-réponses, le tout en anglais. Et le jury décide ou pas de vous financer. C'est des jurys plutôt de profil VC, business, et il y a un peu de technique. Slide suivante, Laurent. Donc, l'EIC Accélérateur, comme les autres programmes EIC, il y a une double logique Open Challenge. Il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux volets. Si vous tombez dans le sujet challenge, tant mieux pour vous. Ça veut dire qu'il y a une priorité politique qui est bien montrée cette année-là sur le sujet. Allez-y. Si vous êtes
rentrez pas dans le challenge ou au forceps, il vaut peut-être mieux aller en open. Là, on n'a pas forcément, enfin, il y a les informations sur les challenges sont disponibles dans le Work Programme. Vous pourrez avoir plus d'informations. Le 16 janvier, le ICE organise un webinaire dédié au challenge et ils vous expliqueront tout en détail. Slide suivante. Laurent, tu peux passer la slide suivante. Merci. Donc, les résultats entre 2021 et 2023, donc le ICE accélérateur, on dit souvent c'est très, très dur à avoir, etc. Donc oui, les taux de succès sont quand même plus bas que sur les appels à projets français. Il n'empêche que lorsqu'on entend du moins de 5%, non, on est à plus de 13,3% en France. On était à quasi 18% au dernier cut-off. Donc, c'est quand même des taux de succès qui sont assez conséquents. La France est la première bénéficiaire. Les sociétés françaises réussissent très bien. Et on a aussi des tickets moyens qui sont importants. Donc, 7,6 millions, en gros, c'est 2 millions de subventions, 8 millions d'investissements. Donc, voilà. Et donc, 2 millions de subventions, 6 millions d'investissements. Et donc, il faut se dire que ces 6 millions d'investissements qui viennent de l'EIC, en face, il y a à minima 6 millions d'argent qui vient de l'Europe, qui vient d'investisseurs privés. Je vous ai mis des liens pour que vous puissiez aller consulter les projets lauréats pour faire une idée du type de projet au niveau européen et français qui ont pu être soutenus. Slide suivante. Donc là, je vous ai mis quelques lauréats côté français. Donc, il y a des sociétés qui vont être dans l'énergie, type Sacowin, Plenicis, des sociétés dans des matériaux bas carbone avec Materup, Relief Paper, Laxips. Il y a des choses sur des réseaux de chaleur, Carnot Computing, le monitoring des cours d'eau avec Vortex.io, Toupie Organics qui transforme l'urine en engrais. Donc voilà, il y a une grande diversité de profils dans les lauréats, on va dire Green Tech. Slide suivante. Donc, point d'attention que j'ai pu observer dans les entreprises de ces thématiques-là. Attention, le focus de l'EIC, c'est la deep tech, ce n'est pas l'impact. L'impact, il vient dans un second temps. Donc, on a parfois des sociétés qui viennent, elles portent une innovation, une belle innovation, mais qui ne peut pas vraiment rentrer dans les critères de deep tech. Et on a parfois des candidats qui tentent leur chance et après, ils ne comprennent pas. Ils sont là, oui, mon innovation, elle a beaucoup d'impact et tout. Oui, mais le focus EIC, c'est le côté disruptif, deep tech. Donc, attention à ce point-là, il faut vraiment le garder en tête. On a des cas où j'ai eu plusieurs projets de type des hydroliennes, des éoliennes, il y a eu quoi encore de la méthanisation, des choses comme ça qui ont beaucoup de mal à passer parce qu'en fait, il y a énormément d'acteurs qui sont déjà sur le secteur et donc il y a le côté disruption deep tech qui n'est pas forcément, ou il n'est pas bien mis en avant, ou il n'est pas présent. Et donc voilà, ça, c'est des projets qui se cassent un peu la figure sur le ICE accélérateur. Point de vigilance également sur les impacts annoncés. Quand vous dites on va faire 30% de CO2 en moins, c'est de l'autodéclaratif. Le IC va dire ouais, c'est bien beau ce que tu es en train de me raconter, mais qu'est-ce que tu as comme preuve à avancer? Donc, avoir un bilan carbone ou une analyse de cycle vie, des choses comme ça, c'est très important dans les projets Green Tech pour vraiment asseoir ce côté impact. Sinon, ça reste de l'autodéclaratif qui est assez faible. Et ensuite, je trouve à la différence, par exemple, des projets santé, où on va avoir l'Agence européenne du médicament qui encadre un peu les choses. Il y a une réglementation qui est assez commune, etc. C'est beaucoup plus fragmenté au niveau européen pour tous les lauréats de la Green Tech. Donc, c'est parfois plus dur de vendre son développement. Donc, attention à ça, attention de bien le considérer. C'est des projets qui ont une vocation à être internationales assez rapidement. Donc, si vous n'avez pas on va dire, réfléchi et analysé un peu la situation dans vos premiers pays étrangers visés, ça peut vous être vite reproché. Ensuite, scale-up, bon, on l'a vu avec des sociétés comme Materup ou Toupie. C'est des choses, on se pose la question, sécuriser la matière première, comment la produire, comment la distribuer, ou avec des systèmes d'énergie, de production d'énergie. C'est des choses qui sont peut-être plus souvent reprochés aux candidats de ce domaine-là qu'en santé ou quoi. Slide suivante. Donc, le PCN-UICA accélérateur, donc je m'occupe de la coordination, mais on est 5 au total. Il y a 4 autres personnes qui sont à 40% des doubles casquettes, un peu comme Laurent. Donc, Carole Miranda qui est avec la NRT, Jérôme Billet qui est à France Innovation et Christian et Gilles qui sont chez BPI France. Il
faut pas hésiter à nous contacter avec l'adresse mail qui est présente ici. On a un site internet où on met à disposition un certain nombre de ressources pour vous aider. On est en train de rédiger un certain nombre d'articles pour cadrer un petit peu toutes les étapes de candidature de l'EIC Accélérateur et vous donner toutes les informations utiles. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, on va poster les dernières informations. C'est le meilleur moyen de rester informé des nouveautés, des changements de l'EIC et de l'EIC Accélérateur. Enfin, on a un compte commun avec le PCN EIC Pathfinder Transition. On a une communauté sur Equity, c'est la plateforme de mise en relation investisseurs-entreprises de BPI France. Vous pouvez y trouver, là aussi on va y poster les informations. Il y a les informations sur le Diag Europe de BPI France dont je vais parler un peu plus tard. Vous avez une liste non exhaustive de cabinets éligibles au Diag Europe de BPI France. Donc voilà, c'est des ressources qui peuvent être utiles pour vous. Slide suivante. Donc l'accompagnement qu'on vous propose, on sait que le IC Accélérateur c'est assez spécifique. Est-ce que je suis deep tech? Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour y aller, etc. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour échanger sur le projet, sur la société, pour voir si elle rentre dans les cases et éviter d'aller se casser les dents pour rien sur le IC Accélérateur. Suite l'accompagnement, on est 5, mais ça fait 2,6 équivalents temps plein. On ne peut pas faire le travail de consultants qui vont monter vos dossiers. Donc, on peut être là pour vous accompagner sur des points spécifiques de problèmes qui vont se poser. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous êtes dans ce cas de figure-là. Suite préparation, on fait des ateliers de relecture. Donc, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est, on va dire, la plus avancée là-dessus. Ils ont des ateliers sur la short proposal, des ateliers sur la full proposal. Ils sont très actifs. Les autres régions, il y en a certaines qui s'y mettent, la Occitanie, Hauts-de-France, on va commencer à essayer. Bon, il y a des choses qui bougent, mais voilà, ça se met gentiment en place. Mais nous, on ne les fait pas avec notre casquette. On les fait si c'est organisé à l'échelle régionale. Les oraux blancs, donc ça, c'est fait avec la casquette PCN. Toutes les entreprises qui sont convoquées en dernière étape de l'EIC Accélérateur, on leur propose de faire un oral blanc pour se rapprocher des conditions réelles qu'ils rencontreront le jour J. Donc, par exemple, sur le dernier cut-off, il y avait 22 sociétés aux oraux de l'EIC Accélérateur, enfin 22 sociétés françaises, on en a vu 19 d'entre elles. Et pour les lauréats, on essaye de suivre un petit peu la situation en termes d'investissement et autres. On a créé un groupe des lauréats EIC Accélérateur pour qu'ils puissent s'entraider, etc. Voilà, slide suivante. Donc voilà, quelques liens utiles pour vous, mais je ne vais pas passer en détail là-dessus. Slide suivante. Donc, je vous parlais du Diag Europe de BPI France, c'est pour avoir une aide financière, pour avoir un cabinet de conseil qui peut vous accompagner sur le montage de votre dossier EIC Accélérateur. Donc, vous avez là les informations utiles et le contact si vous voulez le mobiliser. Slide suivante. Et Laurent en parlait, donc les EIC Programme Manager, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, ils jouent un rôle dans le programme, ils aident à concevoir les challenges, ils peuvent prendre part aux oraux de l'EIC Accélérateur, ils peuvent suivre des sociétés spécifiquement. Et ils sont amenés à être renouvelés prochainement par l'EIC. Donc, si vous voulez candidater, il y a actuellement un appel sur vos thématiques qui est ouvert jusqu'au 26 janvier. Donc, n'hésitez pas. C'est toujours bon d'avoir des Français. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, ça permet d'avoir, on va dire, des contacts privilégiés. Donc, voilà. Vous avez le lien pour candidater sur cette page. Slide suivante. Et voilà. Et là, je laisse la parole au pôle de compétitivité. Un grand merci Laurent et Gorka pour cette présentation. Comme mentionné par Gorka, on va rapidement, puisque le temps avance, mais voir ensemble les prestations offertes par les pôles de compétitivité, donc les actions des pôles à l'Europe. Donc, les actions des pôles à l'Europe, c'est principalement 3 actions. Inciter, accompagner et influencer. Donc, inciter, on va toujours voir rapidement les points forts et puis quelques exemples d'actions pour que ce soit plus concret. Inciter, c'est la connaissance des écosystèmes, la connaissance des feuilles de route technologiques, donc pour vous aider à identifier les bons appels. Le nombre d'adhérents, qui est forcément une force pour le réseau, la diversité des adhérents, donc des académiques, des industriels, des collectivités publiques, etc. La capacité à atteindre un nombre important d'acteurs et l'engagement des pôles dans les projets de type soutien aux PME et cascade funding, aide pour développer ou pour adopter ou développer l'innovation numérique. Quelques exemples d'actions.
les diagnostics individuels, des sessions de décryptage, diffusion d'informations ciblées, des infodays, des webinaires, des actions de sensibilisation mutualisées entre pôles, type Smart Energy, Défense, etc., des actions de sensibilisation coordonnées avec d'autres acteurs, type EEN, région, PCN, etc. Les pôles peuvent également vous accompagner, donc encore une fois avec la connaissance des feuilles de route technologiques, les réseaux européens et internationaux de partenaires, la connaissance experte du montage et de la gestion de projets européens, la présence d'experts évaluateurs dans certains pôles, et les pôles sont des acteurs de projets européens en tant que coordinateurs et partenaires eux-mêmes. Quelques exemples d'actions. Donc, encore une fois, le ciblage de l'AAP le plus pertinent pour le porteur, puisque c'est déjà l'essentiel et une première chose très importante. Un support à la constitution de consortiums avec recherche de partenaires à l'échelle nationale et européenne. Une aide à la structuration du projet, à son montage, au montage de la proposition. Donc, support administratif, technique, financier, etc. Des relectures argumentées de propositions et un accompagnement par la labellisation et ou une lettre de soutien. Et enfin, également influencer avec des représentants de pôle à Bruxelles, le soutien d'un cabinet en affaires européennes à Bruxelles pour la FPC, la participation de pôles dans les associations, plateformes européennes type Photonique 21, BBI, la participation active des pôles dans les GTN et les PCN, l'agilité à formuler une position AFPC, donc à la fois nationale et en Europe, la participation à des alliances thématiques de clusters, et quelques exemples d'actions enfin, l'implication dans les associations européennes, l'organisation des missions d'influence à Bruxelles, collaboration étroite avec les représentants régionaux à Bruxelles, contribution filière aux positions françaises élaborées en GTN, expertise thématique, élaboration de position paper via l'AFPC et soutien au positionnement Europe des régions. Donc, il y a eu quelques questions posées pendant la présentation. Je vous propose d'y revenir maintenant. Donc, j'avais noté 2 questions. Je crois que la première a été plus ou moins répondue, mais je vous propose d'y revenir. Elle avait été posée par Gwenaëlle Lefebvre et c'était: l'EIC organise-t-il des événements de type matchmaking pour aider des partenaires potentiels à se trouver? Donc, Gorka ou Laurent, si vous avez une Alors, réponse. je vais peut-être prendre la réponse vu que le IC Accélérateur est mono-bénéficiaire, hein, comme vous avez pu le voir. Donc sur le Pathfinder, alors ce que l'on fait, c'est qu'au niveau du Pathfinder, alors un scoop peut-être, s'il en est, c'est qu'on réfléchit à faire quelque chose en termes de matchmaking avec nos collègues des PCN Benelux et allemands en 2024 sur la constitution de consortium Pathfinder, mais bon, c'est pas encore complètement arrêté. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 choses. La première, c'est que lorsqu'il y a les PCN du pilier 2 d'Horizon Europe, c'est-à-dire le pilier avec les défis sociétaux et thématiques, lorsque nos collègues de ces PCN organisent, que ce soit avec vous, les pôles ou les autres acteurs de l'écosystème EN et autres, des matchmaking, enfin des B2B, généralement, on va introduire aussi les challenges du Pathfinder, qui vont être parmi les sujets de ces B2B. Sinon, l'autre chose aussi, pour terminer la réponse, c'est que l'on constate malgré tout qu'on est sur le Pathfinder, sur des consortiums de relative petite taille, hein, puisque on va jusqu'à 7-8 partenaires, mais c'est vraiment le grand max. On est plutôt autour de 4-5 en moyenne. Et souvent, c'est des équipes qui, quelque part, se connaissent en amont. Donc la nécessité de rechercher des partenaires comme elle peut être sur d'autres appels à projets du pilier 2 d'Horizon Europe ou d'autres programmes est peut-être un peu moins prégnante. Mais voilà, on garde à l'esprit d'essayer de faire quelque chose peut-être cette année, enfin l'année prochaine. Merci beaucoup.
Nous avions une autre question qui avait été posée durant la présentation de Romain Madédu. Est-ce que les sociétés incorporées en Suisse peuvent bénéficier des programmes EIC? Alors, je vais laisser Gorka répondre pour sa partie, je répondrai pour la mienne. Alors, pour l'accélérateur, non. Si elles sont basées en Suisse, la Suisse n'est pas associée au programme, à moins qu'elles viennent s'installer en France. Il faut délocaliser le siège. C'est politique européenne d'attractivité. La Suisse actuellement n'est pas éligible, donc il faut venir en Europe et venez en France. Alors pour le Pathfinder, votre question est pas dénuée de sens parce que on observe, et même pour le transition d'une certaine façon, on observe pas mal de laboratoires ou d'équipes de recherche suisses impliquées dans le Pathfinder. Comment elles le font? Elles le font en tant que partenaires associés. Et donc avec un financement de la Confédération helvétique. Alors, la Confédération helvétique, je vous engage à aller regarder sur le site du PCN, enfin sur le site Horizon Europe, sur la partie PCN juridique et financier, les ressources du PCN juridique et financier, vous verrez les subtilités de participation de la Suisse. La Suisse n'est pas membre associé d'Horizon Europe, donc comme le Royaume-Uni qui le devient au 1er janvier, par exemple. Mais la Confédération helvétique s'est engagée à ce que dès qu'une entité suisse participe à un consortium européen, elle finance la partie suisse. Alors, toute petite subtilité malgré tout, parce que nous, on a déjà eu le cas, vu qu'on est sur des petits consortiums, la participation d'une entité suisse ne peut pas compter dans les minimums 3 pays différents. Vous savez, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le Pathfinder Open en tout cas, il y a nécessité d'avoir minimum 3 entités différentes de 3 pays différents. Et donc, avoir une entité suisse ne rentre pas dans ce décompte. Donc, il faut avoir déjà 3 pays différents et puis peut-être un Suisse à côté. Cela dit, et donc une entité suisse ne peut pas être coordinateur. Cela dit, on a pas mal de projets avec des entités suisses dans le Pathfinder et même dans le Transition. Alors, ça plaît pas toujours, mais je vous le dis parce qu'on l'a vu. On a vu parce que la Suisse est quand même un pays avec beaucoup de spin-off, hein, de création de start-up sur la base de résultats de laboratoire. Et on a vu des transitions qui étaient coordonnées par des entités, voire françaises ou d'un autre pays État membre, mais dans lequel le leadership de la spin-off, quelque part, était suisse. Alors, comment ils ont fait? C'est passé. Moi, à vrai dire, nous, en tant que PCN, on n'était pas sûr que ça passe, mais c'est passé parce que le projet était très bon. Sinon, l'autre solution, c'est comme disait Gorka, c'est que l'entité suisse en question est une filiale dans l'Union européenne. Donc, en résumé, c'est possible sur le Pathfinder et dans le Transition, mais comme entité associée. Voilà. Et juste peut-être pour compléter la réponse, là, je sors un peu de mes prérogatives PCN, mais sachez que les négociations qui étaient complètement gelées depuis 3 ans sur l'adhésion de la Suisse enfin, l'adhésion, non pas l'adhésion, mais l'association de la Suisse à Horizon Europe reprennent assez fortement depuis quelques mois. Donc peut-être un dénouement fin 2024. En tout cas, pour 2024, ça reste un pays tiers. Un grand merci à vous pour ces réponses très précises. On a un commentaire donc de Romain Madédu également. Il me semblait que la Suisse avait rejoint Horizon, mais apparemment non. Non. D'accord, très bien. Pas encore. Merci. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser maintenant. Alors, je vois que quelqu'un écrit dans le chat. Non, bon. S'il n'y a pas d'autres questions.
Alors, toujours de Romain Madédu. Y a-t-il besoin d'avoir créé la société en France depuis longtemps? Est-ce qu'il est possible de... Enfin, il n'y a pas de règle sur l'ancienneté. La société, elle peut avoir été créée il y a 3 jours et candidatée. C'est plus la question qui peut se poser, c'est en termes de... sur l'accélérateur. Voilà, nous, on voit, en théorie, un individu, la société peut ne pas encore être créée, peut candidater. Dans les faits, ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui sont... les projets qui sont financés sont plutôt portés par des sociétés. Parce que pour arriver au niveau qui est attendu sur l'accélérateur, il faut déjà avoir, on va dire, été soutenu par le passé. Et ça implique généralement de créer une entité juridique qui permet de toucher les aides BPI. Je ne sais pas si Laurent, lui, a des, il y a des contraintes, je ne pense pas, spécifiques sur les autres. Alors, pour compléter ta réponse, alors sur le Pathfinder, la participation d'entreprises est plutôt, c'est plutôt des industriels ou des PME deep tech qui ont déjà un peu pignon sur rue. Sur le transition, par contre, on a souvent des entreprises qui sont en voie de création lors du dépôt. Donc, il suffit qu'elles aient un numéro d'identification PIC, le fameux PIC, au moment du dépôt, même si elles ne sont pas formellement créées, mais il faut qu'elles soient formellement créées au moment où elles signeront le contrat in fine avec la commission. Mais sur le transition, comme c'est un instrument de transfert de technologie, de maturation, on a souvent je dirais des doctorants ou des labos qui, en face de résultats de projet TRL 3-4, créent une entité qui va maturer le projet. Et donc, il arrive assez fréquemment que des entreprises déposent aux transitions sans être formellement créées. Mais elles sont en voie de créer. Donc, à l'inverse de l'accélérateur, comme on est plutôt dans le processus de maturation, les évaluateurs de l'EIC acceptent que l'entreprise vienne juste d'exister au moment où le projet démarre. Et donc, au moment du dépôt, elle peut ne pas exister encore. Mais donc, on en voit, oui, sur le transition, c'est pas rarissime. Merci beaucoup, Laurent. Mais il faut que malgré tout, dans ces cas-là, la société, elle puisse montrer qu'elle est issue d'un laboratoire dans lequel on a d'un ou plusieurs laboratoires, qu'on a déjà des chercheurs qui ont déjà un peu pignon sur rue par rapport aux résultats de recherche qui vont être maturés par la société en question, quoi. C'est pas une société qui sort de out of the blue, comme on dit. Merci beaucoup, Laurent. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, je vois une autre question. Quel est le premier point d'entrée pour échanger, le pôle ou l'EIC? Ou les PCN, je suppose, du coup. Oui, vous n'avez pas contacté directement l'EIC, vous pouvez passer par nous, mais après, si vous êtes en lien avec vos chargés au niveau du pôle, comme ça, le pôle peut savoir comme ça que vous êtes dans les tuyaux, parce que nous, si vous nous dites on est intéressé par l'EIC, on n'est pas forcément ensuite autorisé à prévenir le pôle, il y a cette société qui est dans les tuyaux. Si vous dites au pôle, vous mettez tout le monde en copie, votre chargé du pôle, et vous mettez le contact PCN, comme ça tout le monde est informé. Il peut y avoir un suivi qui se met en place à ce niveau-là. Voilà, mais après, tout dépend du type d'information que vous recherchez. Exactement, ça dépend du type d'information que vous recherchez, mais comme l'a dit Gorka, le mieux c'est de contacter les deux, puisque l'accompagnement du pôle et des PCN ne sera pas le même sur vos projets. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous remercier pour votre participation. Un grand merci aux équipes PCN, EIC et à l'AFPC d'avoir proposé ce webinaire. Donc, ce webinaire a été enregistré et il sera disponible en ligne. Et comme précisé durant la présentation, celle-ci vous sera envoyée. Donc, voilà, vous retrouverez tous les éléments, à la fois la vidéo et la présentation. Un grand merci à tous pour votre participation et une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.